intéressant de voir. Oui, oui, tout à fait, bien sûr. Mais je pense qu'on n'est pas dans un schéma habituel où je pense que les personnes qui sont là vraiment cette envie de vous rencontrer sont vraiment bien documentées sur votre parcours. Par contre, si vous voulez peut-être dire un petit mot, peut-être de présentation de la fondation P2P, j'imagine que c'est peut-être dans l'introduction de la discussion, ce serait intéressant. Je pense que, enfin, corrigez-moi si je me trompe, je pense que tout le monde vous connaît, mais vraiment envie d'entendre. Alors je vais dire en vitesse ce qu'est la fondation. Oui. Donc c'est une organisation que j'ai commencée en 2006, mais tout à fait simplement quoi. Donc je vis en Thaïlande et j'avais déjà beaucoup par mon travail, je faisais du scénario planning etc. avec Belgacom avant. Donc j'avais quand même remarqué la naissance de la forme réseau et de la forme des communs, et qui semblait être un peu montée partout. Et donc j'ai créé d'abord un observatoire. Donc aujourd'hui c'est un wiki qui a 21 000 articles qui ont été consultés 45 millions de fois. Avec une croissance de 30% continue depuis 10 ans, donc sans publicité, simplement ça semble intéresser les gens. Et aujourd'hui on est à 12 en fait à vivre de ça. Donc on est organisé, on est une hétérarchie, c'est-à-dire qu'on a des fonctions, advocacy, research, etc., qui sont autonomes. Il y a chaque fois 2-3 personnes qui ensemble travaillent sur un aspect particulier, donc il n'y a pas d'hierarchie interne. Bon, ceci dit, le fondateur a toujours une sorte un privilège d'avoir commencé, d'être connu par tout le monde, etc. Et donc on est officiellement une ASBL aux Pays-Bas, mais en fait c'est surtout une fiction légale pour pouvoir gérer de l'argent. Nous ce qu'on fait c'est, on appelle ça des livelihood pods en anglais. Donc c'est 2 groupes de 6 personnes qui sont solidaires entre eux pour générer des revenus. Donc on va passer des fonds de recherche de l'Union européenne ou des invitations pour des conférences. On se connaît, on connaît les situations des uns et des autres. Et donc voilà, tout à coup on se rend compte qu'on est à 12 à en vivre et sans aucun salaire, simplement parce que ça circule et qu'on mutualise, donc on pratique nous-mêmes un peu les communs aussi. Hein, on mutualise les moyens pour faire vivre notre passion en fait. Et voilà, donc on a 3 axes stratégiques. Le premier c'est comment vivre des communs. Donc on étudie les nouvelles formes entrepreneuriales, ou moi je les appelle entre-donnariales, parce qu'il ne s'agit pas de prendre entre, mais de donner entre. On essaie de faire vivre une communauté ou des ressources naturelles sans pas les appauvrir, mais de les enrichir. Ce qu'on appelle l'économie circulaire open source. Donc nous on croit que cette transition vers ce système de production en commun c'est le seul possible pour diminuer notre, comment on dit ça en français, l'empreinte matérielle. Mutualiser c'est magique, hein. Si vous connaissez les monastères en Italie par exemple, j'étais à Florence il y a 2 semaines, donc ce sont tous des gens qui vont le vœu de la pauvreté et de l'abstinence, etc. Et après 100 ans, c'est toujours les plus riches. Et il n'y a pas de secret. Quand on mutualise, qu'il n'y a pas quelqu'un qui tire les ressources ailleurs, on réinvestit tout. Et en fait, on devient riche assez vite. Parce qu'il y a plein de coûts qui disparaissent une fois qu'on mutualise des infrastructures. Et donc, par exemple, une voiture partagée, ben, ça peut remplacer jusqu'à 24 voitures individuelles. Faites le compte, hein, ça fait... Donc nous, on est convaincus, et d'ailleurs on est en train de faire une étude là-dessus, qu'on peut diminuer de 80% notre poids matériel sur la nature en mutualisant intelligemment nos activités humaines. Mutualiser les connaissances et mutualiser les infrastructures. Voilà. Le 3e axe, c'est la politique. Donc nous on croit que les communs, c'est un peu
on dit le socialisme du XXIe siècle. Donc c'est pas la même chose, mais c'est quand même quelque chose... donc imaginez-vous, donc on est fermier au XVIIe siècle, on est chassé de nos terres par les enclosures. Donc les communs sont abolis à la fin du XVIIe siècle, et tous ces gens se retrouvent comme ouvriers dans les villes. Et c'est là que naît le rêve socialiste. On est tous ensemble, on n'a rien, on n'a pas de sécurité. Et donc voilà, ça correspond à cette époque-là. Aujourd'hui, les gens sont chassés du salariat. La précarité, c'est le groupe qui croît le plus et qui s'appauvrit le plus vite dans la société occidentale. Donc il y a une étude qui vient de sortir aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, il y a déjà un tiers des gens qui sont freelance et plus de la moitié sont incapables de s'établir une pension. Donc si vous projetez ça sur 20 ou 30 ans, vous allez avoir un appauvrissement incroyable des sociétés occidentales par cette précarisation. Donc c'est comme ça que les situations changent, les sociétés changent. Donc il y a une crise, et aussi bien les classes dirigeantes que les classes populaires cherchent des solutions, vont créer des innovations, et petit à petit ces innovations vont se rencontrer, vont faire un autre système. Donc pensez au XVe siècle, vous avez l'invention du purgatoire, donc du coup les chrétiens peuvent emprunter de l'argent sans aller à l'enfer, l'imprimante, la comptabilité à double entrée. Donc tout ça sont des patterns, des nouveautés qui au départ ne sont pas liées, mais qui après ont fait le capitalisme. Voilà. Donc mon point de vue, c'est qu'aujourd'hui il y a plein de patterns qui sont en train de naître, avec des gens qui sont face à des difficultés, qui essaient de trouver des solutions, et petit à petit, ces solutions se rencontrent et font un autre sous-système dans le système existant. Vous n'êtes pas obligé de le croire, c'est mon point de vue. Et donc, moi je crois qu'on est dans une transition d'un régime de valeurs à un autre régime de valeurs. Un régime qui est basé sur le salariat et la marchandise, vers un régime qui est basé sur la contribution et les communs. Alors évidemment, il est émergent, il est marginal, mais on le voit partout. On peut dire, oui, c'est toutes des petites choses. Ah oui, mais quand on met beaucoup de petites choses ensemble, ça fait une grande chose. Et ça, c'est un peu le problème aujourd'hui du monde traditionnel, c'est qu'il ne le voit pas. Donc, quand on est habitué à voir le monde d'une façon, on va dire, centralisée, institutionnelle, on se dit, oui, ben, il y a un peu de permaculture ici, un peu de permaculture là-bas, et ah oui, mais si on commence à mapper ce qu'on fait à Gand, et bien on se rend compte qu'il y a déjà aujourd'hui à Gand, par exemple, une économie de l'alimentation saine qui marche. Et il y a peut-être 5 ou 10% de la population de Gand qui est déjà hors du système qu'on connaît aller acheter chez Colruyt ou ailleurs. Donc les Butzel Teams, les achats collectifs, les fermes où les gens vont chercher eux-mêmes leur nourriture. Donc ça fait déjà système à Gand. Donc voilà. Et si vous, en plus, si vous regardez dans le monde entier, vous voyez ça partout. Voilà. Donc moi je suis très optimiste par rapport au changement, parce que je vois que aujourd'hui les gens se mobilisent pour changer leur vie et pour changer les structures. Je crois aussi que les communs, c'est en fait aussi des infrastructures alternatives. Donc il y a le marché et l'État qui sont apparemment pas capables de faire la transition qu'on a besoin. Et donc on a les citoyens qui se mobilisent. Je vais donner un exemple, Cargo Vélo. C'est simplement des gens qui partagent leur... vous voyez les vélos en Flandre avec leur grand bac. On appelle ça les Bakfiets Vlamingen. Ben, donc c'est partagé. Il y a des centaines de groupes en Allemagne, en Danemark, en Flandre, peut-être ici aussi, je ne sais pas. Et en fait, c'est une infrastructure de transport à zéro carbone. Et ce n'est pas ni le commerce, ni l'État qui l'a organisé, c'est des groupes citoyens. Donc c'est une vraie infrastructure. Et ça existe globalement. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement à Gand, ce n'est pas uniquement à Lost, c'est des gens qui se connaissent. Et donc vous allez voir qu'il y a la permaculture de l'Est de Gand, il y a la permaculture de l'Ouest de Gand, ils ne se parlent pas, mais ils sont tous les deux liés à des réseaux internationaux et globaux. Donc il n'y a plus de local aujourd'hui, à mon avis. Donc le local, c'est du translocal. Du moment qu'on est digitalisé, qu'on est dans le numérique, qu'on travaille avec d'autres gens, qu'on apprend, on n'est plus dans le local, on est dans un local qui n'est pas uniquement local. J'espère que ça a un peu du sens. Parce qu'en fait, on change
Si tout le monde fait la permaculture un peu partout dans le monde, on change les structures dans le monde entier en même temps. Pas juste dans l'endroit où nous on est en train de faire ce changement. Voilà. Donc ça c'était un peu une envolée associative. Donc, alors les communs c'est quoi? Donc les communs, ça a été défini par Ostrom et par d'autres. Donc c'est une ressource partagée qui est portée par une communauté et qui est gérée selon les règles et les normes de cette communauté. Voilà. Donc c'est pas une chose uniquement, c'est une chose, c'est une communauté et c'est une gouvernance. Il faut les trois. Donc quelque chose qui est en accès libre, c'est pas nécessairement un commun. Un commun, ça veut dire qu'il y a une gouvernance alternative. Donc par exemple, si vous demandez pourquoi l'Autriche et la Suisse est verte, c'est parce que les montagnes sont des communs en Suisse. Donc ce sont les villages qui gèrent les flancs des montagnes. Il y a des règles. En janvier, on peut aller chercher ce fruit-là, en février, ce fruit-là, en mars, ce fruit-là. Donc il y a depuis 800 ans, peut-être plus longtemps, donc cette nature est protégée parce qu'il y a une gestion de la communauté pour faire que en fait, cette ressource soit pérenne pour le village. Que ce ne soit pas uniquement pour les gens qui vivent aujourd'hui, mais pour que les enfants, les petits-enfants, voilà. C'est géré comme un commun. Donc un commun, c'est ni l'État, c'est ni le privé. C'est quelque chose entre deux, donc c'est pas étatique. C'est pas l'État qui dit c'est à moi, c'est à vous tous. C'est vraiment quelque chose à une communauté, et c'est pas non plus privé. Donc dans ce sens-là, le commun est un peu une alternative à une vision binaire de la société. Et alors historiquement, évidemment, les communs étaient très forts au Moyen-Âge, donc les paysans avaient leur commun. Il y avait la terre individuelle, il y avait la terre du seigneur, et il y avait la terre en commun où tout le village pouvait utiliser pour certaines choses. Et donc avec les grandes révolutions bourgeoises et napoléoniennes, etc., on a, en tout cas en Occident, oublié les communs. Donc par exemple dans le Code civil, on peut le trouver, hein, mais il faut être très créatif. Donc c'est en fait, aujourd'hui, on reconnaît le privé et l'État. Et le commun a plus ou moins disparu de notre conscience. Dans le Sud, il existe encore. Hein, donc 85% des Africains dépendent des communs. Donc les terres sont toujours en essence communale. Aussi en Thaïlande, il y a encore énormément de communs. Mais pour nous, en Occident, on a eu besoin du digital pour redécouvrir le commun. C'est grâce au numérique qu'on se dit « Ah tiens, on peut mutualiser, on peut partager nos connaissances, mais pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça dans le reste de notre vie ?» Donc c'est un peu paradoxal, mais en Europe, c'est le digital, c'est le numérique qui a fait renaître cette conscience, qui a cette possibilité. Et alors quand même, quelque chose de très important aussi, c'est le fait quand même, donc en économie, on parle des coûts de transaction, des coûts de coordination. Donc, le coût de travailler ensemble a énormément baissé. Ça, c'est quand même très important. Hein. Par exemple, prenez les vélos. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on peut partager des vélos partout et que ça n'a pas marché pendant 30 ans? C'est très simple. C'est presque technique en fait. C'est-à-dire qu'avant, on volait les vélos et on ne pouvait rien y faire. Hein, donc les vélos blancs, ça a été essayé depuis les années 60, 4 fois à Amsterdam, ça n'a jamais marché. Parce qu'il y a des gens qui volaient les vélos et on ne savait pas gérer ce problème. Aujourd'hui, on met un petit chip dans le vélo, on sait où sont les vélos. Il y a encore des gens qui volent les vélos, mais c'est gérable. Donc du coup, il y a 6000 villes dans le monde qui partagent déjà des vélos. Ça, c'est des chiffres il y a 5-7 ans. Il y a peut-être 20 000 villes aujourd'hui. Voilà. Donc ça, c'est important aussi. Donc il y a une question technique. Hein. Il y a des affordances, on dit affordances en anglais. Je sais pas comment on dit ça, qui font qu'aujourd'hui, le choix partagé devient aussi un choix économique rationnel. Est-ce que dans notre quartier, on a vraiment besoin que chacun ait une voiture? Est-ce qu'on ne peut pas créer une petite coopérative de voitures? Donc à Gand, ça se fait par exemple par Tago. Il y a un système de partage de voitures électriques. Et avec 3 voitures dans un quartier, ça remplace 40-50 voitures privées. Et du coup, surtout pour les jeunes qui n'ont souvent pas les moyens d'acheter de voiture, c'est une décision tout à fait rationnelle et il ne faut pas être idéaliste, je veux dire, c'est ça que je veux dire. C'est simplement quelque chose qui entre dans la logique de la vie quotidienne.
Voilà. Et donc le pair à pair, ça c'est le langage que j'utilise dans la fondation pair à pair. Donc c'est cette capacité technique qu'on a aujourd'hui par les réseaux numériques de se contacter, de se communiquer, mais surtout aussi de s'auto-organiser et de créer des flux de valeurs différents. Je vais donner un petit exemple. Prenez les monastères au Moyen-Âge. C'est quoi un monastère? Ce sont des gens qui disent stop, ici s'arrête l'Empire romain ou la loi salique. Ici, on vit selon les règles de Saint Bruno ou Saint Bénédicte. D'accord? Donc, ce sont des communautés qui créent une souveraineté de la valeur différente de la société dans laquelle ils vivent. Et ça, vous voyez aujourd'hui, donc tous les gens qui font Community Supported Agriculture, qui font la permaculture, qui font tout ça, sont des gens qui créent des communautés de valeurs auto-organisées, hybrides, qui marchent dans le marché avec l'État, etc., mais qui commencent à avoir des logiques différentes. Voilà. Et donc ça pousse un peu partout. Pour vous dire que je ne suis pas extraterrestre, il y a une étude hollandaise et belge qui ont montré que ce genre d'initiatives ont une croissance d'un facteur 10 sur 10 ans. Donc aujourd'hui à Gand et à Amsterdam, et partout ça a été mesuré, il y a 10 fois plus d'initiatives civiques avec des communs qu'il y a 10 ans. Par exemple, donc ici ce que je fais à Gand, c'est par démocratie, écologie, énergie, finance, agriculture, matériaux de production, médias, mobilité, mais surtout ici ça marche déjà très bien. J'en suis à 80 initiatives rien qu'à Gand, avec des gens qui mangent différemment, qui vont organiser le flux de la valeur autour de la nourriture d'une façon qui n'est plus celle qu'on connaît dans la société dominante. Donc voilà. Oui, alors pourquoi les villes? Pourquoi les villes? Donc, à mon avis, on vit une crise de l'État-nation. L'État-nation, c'est trois choses, c'est le capital, c'est l'État et c'est la nation. Bon. Traditionnellement, dans l'histoire du capitalisme industriel, il y a des périodes où le marché se libère de la société, dérégulation, démutualisation, etc. etc. Souvent qu'après 20-30 ans, on crée des instabilités sociales et politiques, et il y a une contre-réaction. Donc il y a un auteur que vous connaissez peut-être, Karl Polanyi, La Grande Transformation, qui décrit, il appelle ça le double mouvement, LibLab, Liberal Labour en anglais, où il décrit tous les 30 ans, il y a ce grand un changement de polarité dans la société occidentale. Et donc en fait ce qui se passe, c'est la nation qui va se rebeller, si on veut, contre une certaine situation, et qui va obliger l'État à re-réguler l'économie et la société. Ben ça ne marche plus. Et pourquoi ça ne marche plus? Parce qu'aujourd'hui, le capital est transnational. Et donc l'État-nation n'a plus le pouvoir de contrôler. Donc aujourd'hui, on voit Trump, populisme de droite, on voit des populismes de gauche. Donc ce sont des efforts de renationaliser, en fait, que ce soit de gauche ou de droite, mais l'idée c'est de retour renforcer l'État-nation. On peut se poser la question, est-ce que ça va marcher? Jusqu'à présent, on voit Syriza, si on va du côté gauche, Syriza en Grèce, au Venezuela, on ne sait pas très convaincant. Donc on est dans une situation de blocage. Alors dans la situation de blocage, donc on va changer de niveau. Soit on va aller vers le bas, ou on va aller vers le haut. Donc dans le domaine que moi je suis, ça c'est encore autre chose, c'est pas spécifiquement les villes. Donc moi je constate qu'il y a aujourd'hui une émergence de communautés de production transnationales. Donc on a fait une étude de 300 communautés de production entre pairs pendant 3 ans. C'est un consortium de 8 organisations, c'était un projet de l'Union européenne. Alors on a vu 3 choses très intéressantes. Première chose, c'est que 78% de ces communautés utilisent des comptabilités contributives. Donc on n'est plus dans la comptabilité capitaliste double entrée, on est dans la reconnaissance des contributions par ces communautés et des formes de mesures différentes.
Même moi, j'en connaissais, mais je crois que c'était très marginal, donc de découvrir qu'il y en avait autant dans ce sampling, c'était vraiment... enfin, j'étais étonné que c'était déjà aussi loin. Deuxième chose, c'est que ces communautés ont des consciences transnationales. Alors, l'État-nation, ça a commencé avec l'imaginaire de l'État-nation, c'est-à-dire on est belge, on est flamand, enfin je ne sais pas trop quoi. Donc on a créé une sorte d'identité collective qui n'existait pas auparavant. Au Moyen-Âge, les gens ne se voyaient pas comme ça. Donc de voir que dans ces communautés, même s'ils font la permaculture à Gand ou à Mons, en fait, ils ont une conscience transnationale. Ils s'identifient avec un projet mondial. Et troisième chose qu'on a trouvé, c'est la réputation de ça marche. Donc la réputation est un vrai capital. Il peut être traduit par des subsides, par des activités de marché, par des reconnaissances, etc. Voilà. Donc on a aujourd'hui l'émergence de communautés transnationales, Global Open Design Communities, les gens qui font Arduino, les gens qui font Linux, les gens qui font... Tout ça sont des gens qui travaillent, qui s'orientent au niveau mondial. Et on voit aussi émerger des coalitions entrepreneuriales autour de ces économies. Donc ça, ce n'est plus l'État-nation, ce n'est pas des multinationales privées non plus, c'est quelque chose de nouveau. Bon, alors il y a ça. Et donc la question est, tiens, on a une émergence d'un transnational civique, on a l'émergence d'un transnational commercial, où est l'État dans tout ça? Et là, je vais vous proposer une vision peut-être controversée, mais pour moi, c'est la ville. Donc pour moi, la ville, elle n'est plus locale. Les ligues de ville, c'est une structure politique transnationale. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, on va voir ici ce qui se passe à Gand, par exemple. Donc il y a dans l'alimentation. Et donc à Gand, il y a deux choses qui existent. Il y a un Werkgroep Stadslandbouw, donc groupe de travail de l'agriculture urbaine, qui est très actif, qui est civique. Et il y a Gent en Garde, donc qui est une plateforme de la ville pour stimuler la transition vers une production locale au niveau alimentaire. Korteke, ils appellent circuit court. Il y a une étude qui est en train de se faire pour le moment pour, donc en 2030, arriver à 40%, je crois, de nourriture locale à Gand. Donc c'est quoi Gent en Garde? C'est une plateforme. C'est une plateforme, donc en anglais, je n'ai pas encore le mot français pour ça, Sustainability Empowerment Platform. Donc c'est une plateforme qui veut aider à la transition, qui crée des multipartenariats dans la ville, commercial, civique, et des gens dans la ville. Il y a ça dans la mobilité, etc. Alors, pourquoi est-ce que c'est un problème? On va prendre Uber comme un problème. Donc Uber, système mondial sur le taxi, qui a beaucoup d'externalités négatives. Donc ils payent mal, les gens n'ont plus de sécurité sociale, ils doivent payer leur propre voiture, etc. etc. Très controversé, il y a un coût social élevé à ce modèle. Donc partout aujourd'hui, on voit ce qu'on appelle, il y a une émergence, ce qu'on appelle les coopératives de plateformes, les plateformes cooperatives. Donc c'est-à-dire des gens localement qui vont se dire, oui mais pourquoi est-ce qu'on a besoin d'Uber? Pourquoi est-ce qu'on ne crée pas notre propre application avec des taxis ou pas, ensemble, et on va créer donc une alternative moins extractive par rapport à l'économie locale. Ouais, très bien, mais vous allez faire ça combien de fois? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si chaque ville va vers ses propres plateformes de coopératives de ride-hailing, de partage de transport, avec un logiciel qui est quand même essentiellement le même, ça me paraît un gâchis. Voilà, donc, quelque part, l'idée pour moi, c'est quoi? C'est que les villes deviennent en fait un support infrastructurel pour l'économie du commun. Et les villes se mettent ensemble et on dit voilà, on va soutenir un projet open source pour faire des applis de transport mutualisés et on ne doit pas faire 300 fois la même chose. Ça n'a aucun sens. Donc aujourd'hui, par exemple, j'étais en Italie il y a 2-3 semaines. Rien qu'en Italie, il y a 13 logiciels pour commander de la nourriture dans les CSA. C'est quand même absurde.
voilà. Donc moi je pense que la ville, aujourd'hui elle n'est plus locale, elle est un potentiel d'être une structure infrastructurelle, politique, transnationale. Donc les villes ensemble peuvent solutionner des problèmes qu'aujourd'hui l'État-nation n'arrive pas à solutionner. Et peut mutualiser ces nouvelles infrastructures du commun. Enfin, c'est un peu l'idée. Et alors, juste pour dire quelque chose au niveau international, on va y avoir des choses intéressantes. Donc, quelques exemples de ce qui se passe au niveau des villes et des communs. Le premier exemple, c'est Barcelone. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un peu ce qui s'est passé à Barcelone. Donc, il y a eu en 2011 des grands mouvements d'occupation des squares, un peu comme Occupy, ça s'appelait Quinzaine, c'était je crois le 15 mai au départ. Et donc ça s'est essoufflé, mais ces gens, pas tous, mais enfin, en tout cas une frange de ces gens qui étaient sur les squares sont allés renforcer des activités civiques locales. Donc ils sont devenus actifs dans les quartiers. Puis il y a eu un incident, c'est-à-dire il y a eu une manifestation contre Airbnb à Barcelone, ça a été le déclic. Et aujourd'hui à Barcelone, il y a une nouvelle majorité politique, En Comú, qui se réfère explicitement au commun. Et donc un tiers de cette coalition, il y a Podemos, il y a un autre parti de gauche, mais un tiers c'est des associations civiques qui ont acquis un poids politique qui n'avaient pas auparavant et qui s'organisent autour de cette idée du commun. Donc à Barcelone, il y a un commissaire des communs, donc là ils appellent ça le Commons Based Collaborative Economy, ça c'est la formule qu'ils utilisent justement pour les distinguer d'Uber et Airbnb. Et voilà, donc il y a plein de choses qui se passent au niveau politique. Ça s'est passé à Barcelone, à Valenciennes et Madrid et d'autres villes espagnoles. Très intéressant aussi, c'est Bologne. Donc à Bologne, il y a eu une commission constitutionnelle avec Stefano Rodotà qui a remis les communs dans la constitution italienne. Et donc cette clause est utilisée par des villes. Donc ça s'appelle, ils n'ont pas choisi un nom facile, The Bologna Regulation for the Care and Regeneration of the Urban Commons. Donc le règlement de Bologne pour le soin et la régénération des urbains communs. Alors ça fonctionne comment? Donc ça donne le droit à des citoyens de faire un claim sur un commun. C'est-à-dire de dire, voilà, ce parc abandonné, ce bâtiment abandonné, en fait, on veut prendre soin de ça, c'est un commun. Et donc il y a un règlement qui permet, donc il y a une procédure qui permet de faire ça. Quand j'étais là, il y a déjà 5-6 ans, il y avait 30 projets déjà dans le pipeline, il y avait 100 projets qui étaient en train d'être créés. Depuis, il y a 144 villes italiennes qui ont signé cette charte. Donc ça c'est quand même... Alors ce qui est important dans cette charte, c'est que ça, à mon avis, donc ça change la logique même de ce qu'est le service public, puisque c'est les citoyens qui deviennent acteurs du policy making. Donc c'est pas de la participation où la ville dit on vous consulte citoyen, c'est autre chose. C'est les citoyens qui ont le droit d'initier des projets. Voilà. Donc là on est vraiment dans le commun. Donc ça c'est en Italie. Donc il y a, j'en ai visité plusieurs, Co Mantova, Co Sal Palermo, Co Battaglia. Enfin c'est assez intéressant. Alors un autre modèle qui me paraît intéressant et peut-être un peu inquiétant pour les politiciens, c'est qu'il y a déjà des villes où des coalitions civiques ont chassé les coalitions politiques. Donc le cas le plus intéressant c'est à Frome, donc ça s'appelle Flat Pack Democracy. Et ce sont justement les gens des communs qui ont fait ça. C'est des gens qui faisaient les makerspace, les coworking, les groupes alimentaires, ils sont tous coalisés, on se dit on va faire ça nous-mêmes. Voilà. Donc à Gand, il y a un groupe qui s'est lancé qui s'appelle Stadsgreep. En flamand, Stadsgreep c'est coup d'État, donc ça c'est coup de ville. À Bruxelles, il vient de lancer Oui Bruxelles, Oui Brussels.
enfin, je ne les connais pas, hein, je ne sais pas si ça... Mais bon, ça bouge quand même de ce côté. Et alors, il y a Saillant en France aussi, où ça s'est passé, c'est plus ou moins la même formule. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a aujourd'hui des coalitions politiques, comme à Grenoble, qui commencent à se voir comme serviteurs des communs. Donc quand on parle au maire de Grenoble, c'est comme ça qu'il explique. Il dit, nous, la coalition, je crois que c'est Rouge-Vert à Grenoble, on se considère comme au service des mouvements citoyens. C'est quand même aussi déjà un changement, c'est une façon de voir la politique. Donc c'est pas, on n'est plus dans la représentation pure et simple, c'est pas on vote pour nous et nous on va faire pour vous. On est déjà dans une vision d'une ville facilitatrice, d'une politique facilitatrice. Voilà, je vous dis tout ça juste pour vous donner un peu de contexte, qu'il y a des choses qui bougent et qu'il est commun, c'est le point commun. C'est le commun qui explique ces différentes émergences. Alors, évidemment, il y a beaucoup de choses qui existaient avant, que maintenant on va appeler commun. Mais alors, pourquoi c'est un challenge pour la politique? Parce que quand on fait un claim d'un commun, on peut le construire, mais on peut aussi le demander. Quelque part, c'est les citoyens qui disent « Ah non, mais c'est pas l'État ». Donc c'est un challenge dans la démocratie représentative. C'est un groupe de gens qui disent « Oh oui, mais non, on n'accepte pas que vous décidez pour nous ». Donc ça, c'est un challenge pour la démocratie, pour réinventer les formes de coopération entre la politique et le civique. Tout ça, c'est pas simple, c'est quelque chose qui est aussi un peu gênant parfois. Alors ça peut se faire gentiment, ça peut se faire moins gentiment. Par exemple, à Naples, il y a plus de 260 bâtiments occupés qui se clament d'être du commun. Mais la ville de Naples a accepté, donc il y a un maire, Luigi De Magistris, qui a nommé un commissionnaire du commun à Naples et qui gère les espaces occupés. Voilà. Ok. Alors, à Gand spécifiquement, donc Gand, une ville de 300 000 habitants, rouge, vert, bleu, depuis quand même pas mal de temps. Donc ça veut dire qu'il y a une continuité à Gand qui n'y a peut-être pas ailleurs. Il y a aussi une historique, hein. Gand c'est une ville qui était le berceau du mouvement ouvrier, le berceau du mouvement coopératif en Flandre, l'industrie du textile. Bon, je ne sais pas si vous connaissez le Vorut à Gand, qui est un centre culturel très actif. C'était la première coopérative de pain. Et il y avait, jusqu'avant la Deuxième Guerre mondiale, un slogan en tout grand qui était « Tegen de loonslavernij ». Bon, c'était quand même pas gentil non plus. C'était contre l'esclavage et le travail, en pleine ville. C'est ça pour vous dire qu'il y a quand même une sorte de tradition, une histoire, les guildes, tout ça. Les révoltes contre le comte de Flandre, contre Charles Quint. Donc Gand, c'est pas n'importe où non plus. Il y a quelque chose là une sorte d'âme de la ville qui est déjà quand même qui a une identité bien spécifique. Donc rouge, justice sociale, vert, écologie et bleu, entrepreneuriat. Hein, c'est quand même pas mal non plus comme idée complémentaire au niveau de la politique. Donc pour être concret, c'est SPA, écolo, les Groenen et OpenVRD. Donc c'est une ville qui a déjà, depuis une dizaine d'années, a été très ouverte aux initiatives civiques. Donc par exemple, ils ont une politique quand même très avancée qui s'appelle tijdelijke invulling. Comment on dit ça en français? Occupation temporaire. Donc par exemple, quand il y a une friche industrielle qui peut être prise par des investisseurs, mais dans 3 ou 5 ans, ils vont en fait le donner au monde civique. Donc il y a une procédure à Gand qui permet ça. Il y a pour le moment 46 projets, c'est pas rien. Donc il y a 46 endroits à Gand qui sont gérés par des associations civiques. Je vais vous donner un exemple que j'ai visité, Dock Zuid, donc des grandes friches sur le port, il y en a au nord et au sud de Gand. Donc la ville paye une personne qui gère l'agenda, et pour le reste il y a des dokbewoners, donc les habitants des docks, qui sont totalement autonomes dans leur activité. Il y a déjà à Gand des entreprises qui sont nomadiques, c'est-à-dire qu'ils
qui suivent les rotations des occupations temporaires. Donc un projet avec 30 entreprises, un autre avec 40, un autre avec 3, mais il y a 46 de ces projets. Voilà. Et donc pour vous dire quand même il y a un esprit d'ouverture, il y a déjà quelque chose qui s'y passe, etc. etc. Alors, pourquoi est-ce qu'ils m'ont demandé? Ils m'ont demandé premièrement de faire un mapping. Donc parce que la ville elle-même, elle sait qu'il y a des choses qui se passent, mais qui est quoi et comment et combien, voilà. Donc ça, c'est la première chose que je fais. Donc, je vais peut-être vous montrer. Alors visuellement, ça représente, c'est pas encore très attractif, hein, mais c'est juste un exemple. Donc j'emploie un wiki. Et donc ici en bas vous allez voir, donc ça c'est l'encyclopédie des projets. Samen keuken, samen koken, samen tuinen, schoolmaaltijd als commons, seeds and soil, etc. etc. Donc il y a plein de projets au niveau de la nourriture qui se passe à Gand et qui vont avoir quelque chose avec les communs. Et à mon avis, il y a une structure, et qui d'ailleurs est une structure qui correspond très bien aux communs en ligne. C'est vraiment, en fait, très, très similaire. Donc ça, je ne l'ai pas représenté visuellement, mais simplement, pour le moment, c'est des listes. Donc voilà. Donc alors, il y a les projets, et qu'est-ce qu'on voit? Derrière les projets, il y a des organisations infrastructurelles. Donc d'abord, je vais vous expliquer comment ça marche en ligne. Vous avez Linux. Donc Linux, c'est un système de contribution. Des milliers de développeurs et des centaines de firmes collaborent à la production de ce logiciel. La communauté a ses propres règles. Donc c'est pas IBM par exemple qui paye 2000 personnes pour faire Linux, c'est pas elle qui organise Linux. IBM se soumet aux règles et normes de la communauté Linux. Donc il y a des maintainers qui prennent le développement de tout le monde. Pas seulement des gens de IBM, mais des gens de toutes les firmes et les indépendants et les gens qui travaillent gratuitement. Donc il y a une gestion indépendante de la production du logiciel. Alors IBM évidemment va dire à ces gens, vous travaillez plutôt pour ça ou pour ça, ça oui. Donc chaque firme a ses propres stratégies et priorités. Mais donc la production se fait, c'est pas IBM qui dirige le processus et le travail de la production du Linux. Ça, c'est très important. C'est un commun. Donc, les gestions sont les normes et les règles de la communauté qui priment. D'accord? Donc, autour de ce commun, on voit toutes ces firmes. Donc, il y a une coalition entrepreneuriale. Donc, il y a IBM, Red Hat et des centaines de firmes dans le monde entier qui vivent de et avec Linux. Et il y a souvent aussi des organisations infrastructurelles. Donc il y a par exemple de Linux Foundation, si vous prenez Wikipédia, il y a de Wikimedia Foundation, de GNOME Foundation, etc. etc. Et donc je remarque que c'est exactement la même chose avec les communs urbains. Donc c'est la même chose. Donc il y a des projets, mais quand on gratte un peu, on va voir qu'en fait il y a des organisations qui ne dirigent pas tous ces projets, mais qui les stimulent, qui les facilitent, qui les rendent possibles, qui cherchent des financements, et ça fonctionne un peu comme je vous expliquais, nous on fonctionne à la Fondation Père à Pair, c'est-à-dire il y a un flux de financement, de bâtiments, qui fait que tout ça, malgré cette fragmentation apparente, continue dans le temps et se renforce, etc. Donc il y a une vraie accumulation des communs. Donc il y a plus de communs aujourd'hui qu'il y a 10 ans, il y en aura plus dans 20 ans, etc. Donc ça, il faut voir. Par exemple, il y a un projet très intéressant qui s'appelle Schoolmaaltijd als een commons, les repas d'école comme commun. Alors c'est intéressant ça. Donc il y a 1 million de repas écoliers dans les écoles de Gand. Aujourd'hui, c'est Sodexo, etc., des grandes firmes multinationales qui produisent la nourriture pas très attractive. Tout ça est toxique, enfin, etc., etc. Alors, imaginez-vous, 1 million de repas écoliers, ce que ça représente comme potentiel économique. Donc, avec le procurement, donc comment ça en français, les achats de la ville,
Alors ça ne se fait pas encore, hein. Ça, il commence, donc il commence à changer les règles. Donc il y a deux choses à faire. Donc, premièrement, vous intégrez des exigences qualitatives dans votre bon d'achat. Et puis ce qui est très intéressant, il faut le découper. Du coup, ça n'intéresse plus les grandes firmes. Et ça permet justement de mobiliser l'économie locale. Voilà. Et donc l'idée là, c'est de faire ça avec ce qu'on appelle en anglais Anchor Institutions, les hôpitaux, les universités, les écoles. Imaginez-vous combien ça représente en tant que flux économique qui peut être utilisé pour la transition, hein, pour soutenir des activités plus durables, etc., etc. Ça c'est l'idée. Et alors ce qu'on voit aussi, donc il y a des organisations derrière, et on voit aussi évidemment, justement, donc ici, ça c'est toutes les petites entreprises qui sortent de ça. Et alors tout ça, ça marche ensemble. Par exemple, vous faites un tail leveling, donc une friche. La friche, il y a un règlement qui permet de mettre la friche à la disposition d'une coalition civique. Et bien après 3 ans, il y a des entreprises. Par exemple, ici, c'est des gens Blue Food, c'est des gens qui font du vertical farming sur les toits à Gand. Ici, Gandaswam, c'est les champignons. Donc, si vous savez que les champignons, c'est très bon pour nettoyer les terres. Donc, vous avez des friches avec, je sais pas moi, l'aluminium ou des trucs dans la terre. Les champignons, c'est magique. Ça sort le poison de la terre et ça le retransforme. Donc il y a une petite firme, voilà. Et donc, alors voilà, tout ça existe, mais ça existait, on va dire, d'une façon. C'est moi qui leur dis que ça marche comme ça. Donc la ville ne savait pas que ça marche comme ça. Ils l'ont fait, ça a émergé, il y a un écosystème qui émerge, mais voilà, ils n'avaient pas vu que ça, ils n'avaient pas encore vu que ça fonctionnait comme ça. Alors une fois qu'on sait que ça marche comme ça, on peut développer des politiques plus intelligentes pour encore stimuler plus d'entreprises. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être qu'on peut plus soutenir ces associations et ça va décupler leurs moyens d'action. Voilà, donc il y a une fois qu'on le sait, qu'on a mappé, voilà. Alors moi mon travail c'est quoi? C'est très simple, c'est d'abord mapper et en deuxième lieu je leur demande quelle est leur économie. Donc là demain en fait j'ai toute une journée de workshop. On a le Commons Finance Canvas et on a choisi 12 projets les plus gros pour voir comment ils fonctionnent économiquement. Quels sont vos communs matériels, immatériels, combien de personnes travaillent avec vous, combien de bâtiments, combien de mètres carrés, d'où viennent votre revenu, voilà, on va essayer de mapper ça. Et alors troisième aspect, ben, c'est qu'est-ce que vous attendez de la ville? Donc ces gens ils existent, ils n'ont pas de voix, on va leur demander de nous dire, et que moi je puisse dire à la ville, voilà ce que les gens attendent de la ville aujourd'hui. Comment est-ce que la ville peut se positionner par rapport à cette émergence citoyenne, qui n'est plus comme avant, hein, c'est pas faire du bien, ou non, aujourd'hui c'est vraiment productif. Hein, il y a la création, distribution de valeur qui s'est fait d'une façon différente, qui est en train d'émerger et qui est intéressante pour la ville, hein, comme avec les repas d'écoliers. Donc si on peut avoir un système qui recrée une production locale alimentaire, ben, ça fait des milliers de personnes qui travaillent. Et donc du coup, parce que la politique aujourd'hui c'est quoi? C'est quand même parce qu'il y a aujourd'hui une couche de la population qui n'a plus de travail. Les Trump et les machins, c'est la classe ouvrière blanche qui ne voit plus, qui ne voit plus quelque chose de positif dans le futur. Donc à mon avis, les communs, c'est aussi ça, c'est une façon de repenser le tissu productif. Donc moi j'appelle ça la cosmo-localisation, donc c'est pas la globalisation néolibérale, c'est pas non plus la relocalisation à outrance, c'est simplement la règle, donc j'appelle ça, comme les catholiques, subsidiarité, donc la subsidiarité de la production matérielle. Donc tout ce qui est léger et global, on collabore, on partage des connaissances, mais tout ce qui est lourd, on essaie de le localiser. On essaie de limiter les kilométrages, comme dans les tennis balls de Wimbledon, ça c'est chaque
chaque balle c'est 40 km. Donc ça voyage 40 km pour faire une balle. C'est absurde. Et c'est très cher, peut-être pas financièrement, mais c'est très cher pour la terre. Voilà. Alors, évidemment, pour tout ça, c'est pas si simple. Hein. Il faut trouver de nouvelles métriques, il faut pouvoir évaluer, il faut pouvoir juger. C'est tout un cheminement. Il faut repenser la ville, et la politique de la ville. Et donc, c'est plus binaire, c'est plus marché privé, marché ou État. Il y a autre chose. Et donc, on doit penser d'une façon triarchique. Comment est-ce qu'on agence l'économie, la productivité citoyenne, ces nouveaux circuits de valeur qui émergent dans le commun et qui n'ont pas leur place. Donc il y a beaucoup de questions, il y a peu de réponses, mais enfin il y a moyen de se mettre en marche et de commencer à réfléchir à de nouveaux modèles. Ça suffit? C'est bien la réponse, c'est très inspirant. Il y a un droit de questions qui vont émerger. Certainement, peut-être que vous avez évoqué une collaboration avec Smart. Est-ce que ça se met aussi évidemment dans ce... Oui, ça c'est encore autre chose. Donc, pour moi, le grand problème, justement, c'est le problème de la précarisation. Et donc, il y a un salariat qui est en déclin. Et puis, il y a une vraie paupérisation en Occident par le précariat. Et évidemment, je suis désolé, hein, le syndicat, mais ça fait 30 ans que ça dure, vous n'avez rien fait, donc j'y crois plus, quoi. Ils vont pas le faire. Si j'aurais voulu le faire, ils l'auraient fait. Bon, je ne dis pas que c'est leur faute, hein, ils font face aussi à une situation mondiale que nécessairement ils ne contrôlent pas. Mais moi, ce que je trouve intéressant chez Smart, c'est justement cet effort de créer le statut d'un travailleur autonome salarié. Donc c'est de casser cette division entre le précariat et le salariat. Donc avant, parce que Smart, c'est une histoire intéressante, les gens qui ont créé Smart, c'était des libéraux qui voyaient tous ces gens comme des petits capitalistes. Oui, mais il y a 1% qui va réussir et 90% qui ne va pas réussir. En fait, ce sont des travailleurs, c'est tout. Sauf qu'ils n'ont pas de salaire. Alors une fois qu'on voit ça, ben, on commence à mutualiser. Donc ce qui est très bien chez Smart, hein, c'est que vous payez 6,5 points de factoring, qui est ce qui se fait aussi par le privé, hein, il y a des firmes qui font ça, mais 2% se met dans un fonds garantie mutuel qui leur permet de vous payer dans la semaine. Vous avez un logiciel qui vous permet de payer votre propre salaire, et une fois que vous avez un taux moyen, je crois, de 1500 €, vous avez accès à toutes les assurances, maladies. C'est pas encore le paradis, hein, mais c'est beaucoup mieux que d'être dans la sécurité. Donc voilà, donc moi je crois dans ce modèle qui est une sorte de, pour moi, un syndicat des nouveaux travailleurs. Et c'est ça qu'il faut voir, c'est ça qu'aussi les syndicats ne comprennent pas toujours. Il y a plein de gens comme moi je ne veux pas de travail. Je suis désolé, mais ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux gagner ma vie et faire des activités intéressantes. Je n'ai pas envie d'un travail, parce qu'un travail, c'est subordonné. Et il y a de plus en plus de jeunes qui veulent cette autonomie. Et alors, les syndicats, ils pensent que c'est des néolibéraux, que c'est... Non, c'est l'autonomie, c'est pour l'autonomie, c'est pluraliste. On peut évidemment voir ça dans cette vision-là, mais on peut aussi l'avoir... j'ai envie d'être passionné, de faire le travail que j'ai envie. Et donc, moi je crois qu'on ne peut pas aller en arrière, mais il faut élever ça, il faut... Un peu comme dans l'activité, enfin notre travail, mais un travail choisi, non? C'est les gens qu'on doit gagner en autonomie, dans la liberté de donner leur vie. Voilà. Et alors moi j'aime beaucoup cette notion de l'économie de la contribution. Donc on va vers une économie de la contribution. C'est vraiment le point commun de tout ce que j'observe. Donc ce n'est plus le salaire payé à l'heure, c'est la contribution. Comment est-ce que vous contribuez à notre projet commun? Et alors il y a déjà des modèles intéressants en France, mais je ne sais plus où, je l'ai noté hier, il faudrait que je recherche, mais je trouve ça très intéressant. Donc il y a des villes françaises qui pratiquent maintenant un système qui est proposé par ATD Carmonde, qui est de payer les gens à l'avance
Donc on donne un salaire, et puis on vous donne le temps de trouver comment justifier ce salaire. Je sais que ça paraît bizarre, mais c'est comme ça que ça marche chez nous. Donc on suit notre passion, on n'a pas de business model au départ, et puis voilà. Et donc c'est dans les quartiers, hein, donc on donne un salaire aux gens, et dit voilà, soyez utiles au quartier, et cherchez comment vous pouvez contribuer à l'amélioration du quartier. Donc le salaire est d'abord, et la justification est après. Moi je trouve ça très intéressant. C'est beaucoup plus productif qu'une allocation chômage, où on peut rien faire. On peut rien faire, on ne peut pas travailler, on est interdit de travailler, on est interdit d'être productif. Dans ces systèmes-là, on mobilise. Moi, je trouve ça intéressant. Voilà. Tous ces principes de bien commun, quand on est ici, quand on est une institution culturelle, ça participe aussi de la vision de la Smart City qu'on peut avoir. Ou des Smart Citizens, peut-être un peu plus. Oui, à Gand d'ailleurs, on refuse le Smart City, hein. C'est Smart Citizens. Sur les citoyens. Parce que Smart City, c'est quand même aussi très néolibéral, c'est aussi les grandes entreprises qui contrôlent les données et qui mettent souvent la ville en position de quémandeur, données. Donc il y a tout un truc là autour de Smart City qui est critiquable, et donc l'idée de Smart Citizen, c'est non, c'est les citoyens qui sont la vraie intelligence collective d'une ville. Mais peut-être en prenant le cas de Mons plus singulièrement, on a une infrastructure culturelle ici pour une petite ville assez exceptionnelle. Et c'est vrai que nous, on est en train de réfléchir à comment ouvrir plus le modèle aux citoyens, de dire qu'on a de l'infrastructure, on a des collections d'archives dont beaucoup sont passées dans le domaine public. Donc quand on numérise tout ça, ça fait un chouette matériel pour... Et je pense aussi au pôle muséal, où il y a effectivement combien de musées, enfin bon, c'est vraiment comment nous engager, parce qu'il y a une volonté aussi au niveau de la ville, mais je crois qu'au niveau de l'année, on est quand même assez bien en phase avec ces idées-là. Je m'assois. Comment nous engager dans cette démarche, parce que j'imagine qu'on ne fait pas ça du jour au lendemain en se disant, ben voilà, on veut ouvrir, et il y a quand même des étapes à suivre. Et... Donc ça c'est une question quand même. Je ne sais pas si ça peut rencontrer l'objectif de la ville, mais ce serait vraiment génial de pouvoir se positionner dans cette démarche. Oui, et je crois qu'en Wallonie, vous serez les premiers, donc c'est toujours intéressant aussi. Donc en Flandre, Gand, c'est aussi les premiers. Hein, et puis, bon, à Anvers, c'est complètement différent. Hein, c'est l'NVA, donc, par exemple, l'NVA ne reconnaît pas les corps intermédiaires. C'est une vision, le citoyen et la ville. Il n'y a rien entre. Ils n'aiment pas les choses qui sont entre. Ça, c'est une vision complètement différente. Et aussi une vision qui voit le salut que dans le commerce. Donc la solution pour tous, c'est qu'il y a plus d'entrepreneurs, plus de commerce, et puis tout ira bien. Donc à Gand, c'est différent. C'est... faire en sorte qu'il y a du commerce, mais aussi qu'il soit juste et durable, et que ça fait partie de la politique de la ville. Hein. Donc la recherche des communs, c'est dans cette continuité déjà de quelque chose qui... c'est interconvertible. Oui. Ceci dit, ils ont beaucoup de problèmes aussi à Gand. Hein. C'est une ville très pauvre. Hein. C'est la ville en Flandre avec le plus de pauvres, beaucoup plus qu'à Anvers. Sans doute qu'au niveau de la ville, à Mons, il y avait sans doute ce travail préalable aussi à faire, d'indexation, de cartographie en fait, de toutes les initiatives citoyennes, parce qu'il y en a de plus en plus. C'est vrai qu'on a eu l'occasion de rencontrer différentes associations récemment qui sont engagées dans différents projets qui sont reliés à l'agriculture, à la nourriture, à la mobilité. Une plateforme qui s'appelle Mons en transition et qui regroupe plusieurs projets, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et même des institutions, il y a même le Lazare qui est... La ville, vous êtes en partenariat? Pas impliqué vraiment. Spécialement. C'est vrai qu'on se rend compte que c'est aussi être dans des réseaux de citoyens qui réfléchissent comme ça. Et c'est ces rencontres-là qui peuvent nous mettre sur la voie d'eux, parce qu'il ne faut pas rester tout seul dans son coin. Alors un grand exemple en Flandre, c'est aussi ce qui s'est passé autour du plan de transport à Anvers, hein, le fameux Oosterweel,
Donc ce sont des citoyens qui se sont opposés au projet de la ville et ils ont gagné. Et en fait, savoir du commun, c'est les citoyens qui ont dit non, c'est pas à vous de décider, c'est pour nous tous, on veut notre mot à dire. Donc, enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'interprète comme expression de cette dynamique. Il y a combien de temps que vous travaillez pour Gand? C'est un petit projet de 3 mois. Ah oui. Et je veux dire, je vais le refaire comme ça parce que je suis. Enfin, on est à 2 et c'est impossible. On devrait être à 6. Donc, je travaille 12 heures par jour. Mais c'est parti d'une volonté politique. C'est parti d'une volonté politique. Alors, il y a eu des débats. Donc, les libéraux étaient contre, en fait, parce que j'ai des visions politiques qui les dérangeaient. Et finalement, le bourgmestre a tapé sur la table et ça s'est fait. Mais moi, je ne suis pas du tout anti-business. Moi, j'étais entrepreneur moi-même, donc je sais très bien. J'ai eu 2 entreprises, je les ai vendues. D'ailleurs, je me considère encore moi, je suis un entrepreneur civique, si vous voulez. Donc, moi, j'ai rien contre. Mais ce que je critique, c'est le modèle extractif. Donc, c'est le modèle qui appauvrit, en fait. Donc, voilà, de trouver de nouvelles formes d'entrepreneuriat qui soient plus justes et qui font moins de dégâts écologiques. Ce que je ne crois pas, c'est au vieux modèle, on fait tous du commerce et puis automatiquement tout va aller bien. C'est ça que je n'y crois pas. Et je ne crois plus non plus au système qui est encore celui qui existe aujourd'hui. Bon, on va essayer de limiter les dégâts. Moi, j'ai un système où déjà dès le départ, ce qui est nécessaire est déjà intégré dans la pratique. Donc on n'est pas dans la redistribution, on est dans la prédistribution. On est dans le... Donc on tient compte des externalités dans notre production même, dans notre processus de distribution, création et distribution de valeur. Et je crois que c'est ça la grande révolution. Mais c'est pas du tout avec le drapeau rouge, aller au palais, c'est autre chose. C'est créer les germes, essayer d'en faire un écosystème et puis devenir plus fort, et puis on verra bien comment ça évolue. Mais c'est ça, c'est faire ce changement, donc de créer des germes qui fonctionnent, comment ça devrait fonctionner pour ne pas détruire notre planète. Plutôt que de dire après coup, comment est-ce qu'on va faire, non, on va créer des entreprises qui ne polluent pas, qui créent la nourriture non toxique, etc. Ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que finalement, chez nous, c'est la digitalisation qui avait fait renaître cette conscience de création des communs, mais à la fois, quand vous parliez de Gand, vous parliez de lieux, de friches, finalement les citoyens, les associations ont pu s'approprier pour monter des projets. Donc les lieux sont quand même importants. Non, mais c'est très physique, parce qu'il faut voir aussi que en fait, les soi-disant communs numériques sont quand même très physiques aussi. Premièrement, c'est des gens avec des corps, assis sur des chaises, qui doivent manger, boire, etc. Oui, mais c'est des pipelines, des satellites, c'est tout à fait matériel aussi. Donc cette vision qu'il y a un monde immatériel comme ça, c'est tout à fait faux, c'est matériel. En plus, ces gens se rencontrent tout le temps, il y a des conférences Linux régionales, nationales, internationales, ça n'arrête pas. Et c'est l'interaction entre les deux qui est intéressante. Et ce qui est intéressant dans les communs urbains, c'est que ces jeunes citoyens, ils ont les deux. Ils sont ancrés dans leur ville, ils ont des projets locaux, et en même temps, ils connaissent les réseaux, et c'est ça. Donc aujourd'hui, on n'est plus dans le local, on est dans le local. Il peut être ouvert, il peut être transnational, il peut être translocal. Voilà, il faut s'ouvrir à ces flux et pour moi le commun c'est quelque chose justement qui met ensemble. Donc, parce que le problème c'est quoi? C'est qu'il y a des gens qui font l'alimentation, des gens qui font la mobilité mais ils ne se parlent pas. Ouais. Et donc c'est ça que j'essaye de les faire voir qu'il y a un point commun, et ce point commun c'est le commun, c'est qu'ils sont en train de créer quelque chose avec des structures très similaires, avec des formes de pensée, des pratiques très similaires, et que c'est aussi un programme philosophique, politique, même spirituel, en fait, qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Tout comme à la fin de l'Empire romain, les moines, c'est une vraie révolution, c'est des gens qui veulent travailler.
Pour un Romain, le travail, c'est pour les esclaves, c'est mauvais. Et il y a des gens, tout à coup, il y a des gens dans la société qui disent on veut travailler, et on veut travailler ensemble, et on veut suivre nos propres règles, etc. Donc c'est ça qui est en train de se passer. Il y a des gens qui sont... enfin, il y a quelque chose, quoi. Il y a... Pour connecter la diversité des communs, c'est justement là où tout ce qui était récent au niveau aussi des monnaies digitales, la monnaie fait contrat. Donc s'il y a des possibilités d'échanger des services faits locaux, avec cette capacité aussi au niveau le léger, certes le léger peut être distribué, mais il y a aussi la convertibilité des services pour faire économie. Alors, donc ça c'est peut-être un peu déjà dans notre domaine, mais en fait, ce qu'il faut bien voir aussi, c'est qu'il y a des luttes politiques à l'intérieur du commun. Donc il y a tout un côté, on va dire, anarcho-capitaliste. C'est des gens avec Bitcoin, la blockchain, et leur idée c'est que il faut tout est la marchandise. Bon, c'est pas ma vision. Ma vision, c'est qu'il faut des communs. Hein, par exemple, chez Uber, Airbnb, il n'y a pas de commun. C'est quoi? C'est mettre en compétition tout le monde les uns contre les autres. Les chauffeurs d'Uber, ils sont obligés de tourner en rond. Donc, ils cassent l'avantage écologique de ce système. Parce que normalement, c'est très bon. Mais du fait que tout le monde est en compétition pour avoir les places, les chauffeurs Uber, ils tournent en rond tout le temps pour avoir le client. Il n'y a pas de commun dans ces systèmes. Il n'y a pas de commun. C'est la plateforme centrale qui contrôle tout le monde, qui émet les règles. Les algorithmes sont secrets. Donc c'est pas ça que je défends. C'est quelque chose de différent. C'est un modèle social. Et par exemple, les monnaies, c'est très important. Il y a le design et politique. L'architecture. Donc bon, là je suis derrière un truc, c'est politique ça, le fait que moi je suis debout, que vous êtes assis, je transmets une connaissance, il y a toute une idéologie là derrière. Si on est tout dans un cercle, c'est une dynamique complètement différente. Vous comprenez ça? Dans le logiciel, tout ça c'est dans le logiciel. Quand vous développez un logiciel, toutes ces règles sont dans le logiciel. Donc si vous n'êtes pas conscient, vous suivez la politique, l'architecture, le pouvoir, des gens qui savent, eux ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire. Et donc c'est un peu compliqué, mais il y a une lutte politique à faire dans le monde digital. Par exemple, par rapport à quel genre de monnaie est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on va utiliser. La monnaie Bitcoin, c'est une monnaie extractive. On rentre dedans, tôt, et fait en somme que la valeur monte, qu'il y a plus de demandes que d'offres, et donc on peut la revendre à des gens qui viennent après, et on fait un bénéfice non productif, on fait de l'argent avec l'argent. Et par exemple, Bitcoin est plus inégalitaire que l'argent qu'on utilise tous les jours. Donc, c'est pas nécessairement cette monnaie-là qu'on a besoin dans les communs. Et donc là, il y a beaucoup d'initiatives, d'expérimentations, enfin ça mènerait à un autre débat. Donc il y a plein de choses qui se passent, qui déterminent aujourd'hui ce qui va se passer dans 10 ans. Et donc la plupart de nous ne savent pas ce qui se passe. Ce sont des discussions entre développeurs. Mais les monnaies locales, justement, est-ce qu'elles n'est pas dans ce sens-là? Ici à Mons, on a le rupee, par exemple. Oui. Alors, bon, moi je trouve qu'il y a un problème, c'est-à-dire qu'il y a les monnaies locales, et c'est très bien. Et puis il y a les monnaies virtuelles, mais qui sont les bitcoins. Et ce qu'il n'y a pas encore, c'est des monnaies virtuelles qui ont des valeurs des communs. Et jusqu'à présent, ça n'a pas encore réussi. Donc il y a des essais, Faircoin, mais pour le moment, ça ne marche pas encore. Donc là, il y a encore du travail à faire. Oui. Je voudrais revenir à votre notion de Smart Citizen. Oui. Et donc au lancement de cette plateforme que la ville vient de mettre en place, où l'idée, alors c'est évidemment donc clairement la ville qui a créé cette plateforme, donc dans votre vocabulaire c'est l'État, oui. voilà.
et qui donc demande aux citoyens des idées pour faire de la ville une ville rêvée. Et donc, quand on regarde les premiers projets qui sont déposés, on est clairement dans la position du citoyen qui lance une idée et qui attend, qui ensuite va attendre qu'elle se réalise, que l'État la réalise. Et pourtant, il y a probablement un assez grand nombre d'idées qui sont déposées, qui pourraient, et on voit d'ailleurs qu'il y a assez bien d'idées qui se recoupent, par exemple dans le domaine de l'agriculture urbaine. Je vais vous proposer une idée. J'appelle ça l'appel au commun. Voilà. Le problème avec les appels d'offres classiques, c'est que justement ça met tout le monde en compétition et ça crée la division, la compétition. Si on dit appel à commun, c'est-à-dire nous on va financer les groupes de citoyens qui sont capables de se mettre ensemble pour réaliser un projet. Et donc à eux de faire un puzzle avec les gens qui vont faire ceci, c'est ça, et qu'en fait, voilà. Et donc du coup, on crée une sphère coopérative à la place d'une sphère compétitive. Ça vient de se faire à Gand. Donc il y a la vieille bibliothèque qui a été vidée. Non, il y a une bibliothèque fantastique qui s'appelle De Krook. Et pour la vieille bibliothèque a été donnée aux citoyens. Et c'est ça, voilà, c'est une coalition qui s'est faite sur un mois. Et ils ont tout organisé eux-mêmes. Et la ville a donné à cette collectivité le droit pendant 8 mois d'utiliser ce bâtiment. Et ils sont mis d'accord sur tout. Et je trouve ça. Par exemple, ils ont pour les loyers, il fallait payer 8 000 € par mois. Donc ils ont 2 critères, ouverture et engagement. Donc ceux qui sont ouverts et engagés payent très peu, et ceux qui sont fermés et non engagés payent beaucoup. Donc les firmes qui veulent simplement ils payent en fait 20% des entités vont payer 60% du loyer. Et ils se sont mis d'accord comme ça. Donc ça a stimulé justement. Ça c'est un très beau projet parce que ça a mis une trentaine de projets ont appris à collaborer et vont collaborer dans cet espace. Ça je trouve. Plutôt que de dire ah oui celui-là va recevoir, celui-là va pas recevoir. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Donc c'était. Voilà, vous avez répondu à une de mes attentes parce qu'effectivement je n'imagine pas, enfin, il y a des gens en plus qui ont des idées qui coûtent très cher en réalisation, d'autres moins. On va faire des frustrés, et de toute façon c'est toujours dans un rapport de force de l'État aux citoyens. Mais votre idée effectivement est excellente parce que c'est une façon de leur permettre aussi de reprendre l'initiative. C'est ça. Mais moi je trouve tout à fait légitime que l'État ait un rôle stimulant, les régisseurs. Donc ça c'est pas critiquable. Non, d'ailleurs il y a des livres aujourd'hui qui sont sortis là-dessus, The Entrepreneurial State, une auteure italienne, et puis il y a Han Jung-chang qui est un économiste, et ils ont tous les deux fait des études là-dessus, ils disent qu'il n'y a aucun changement industriel qui s'est fait sans aide massive des États concernés. Jamais, jamais. Ça a été toujours les deux ensemble. Alors, évidemment ça c'est entreprise-État. Mais il faut pouvoir s'en dégager à un moment. Voilà, ici, il faut simplement ouvrir sa vision qu'aujourd'hui, il n'y a pas que les entreprises et l'État, il y a les entreprises qui peuvent être de genres différents, et il y a aujourd'hui des communautés citoyennes productives. Les citoyens sont productifs. Dans la vieille vision, vous travaillez pour un salaire et le soir, vous n'êtes pas productif. Mais réfléchissez, une infirmière qui travaille pour Mère Teresa, on ne la compte pas. Une infirmière qui travaille pour l'hôpital public, elle coûte. Et une infirmière qui travaille pour une école privée, elle rapporte. Je suis désolé, ils font tous les trois le même travail. Voilà. Donc on a un système de valeurs qui juge et qui dit ça c'est de la valeur, ça c'est pas de la valeur. Et il n'y a aucune raison que ça doit être comme ça. Un régime de valeurs, ça peut fonctionner différemment. Et donc, par exemple, le problème des femmes au foyer, c'est pas reconnu. Pourquoi? C'est une contribution. Et donc aujourd'hui, il y a plein de contributions qui ne sont pas reconnues. On dit que ces gens ne sont pas productifs.
Mais ils sont productifs. Ils ne sont pas productifs selon ce régime de valeurs. Et donc, voilà, si on étend notre vision de ce qu'est la valeur, et là je trouve que la ville peut jouer un rôle, elle peut par exemple développer des métriques. Donc nous allons soutenir des projets qui sont durables financièrement, mais aussi durables écologiquement, et qui produisent des effets sociaux positifs. Là vous avez élargi votre vision de ce qu'est la valeur. Vous reconnaissez que la valeur c'est pluriel, et ça vous permet de soutenir des projets qui sont difficiles à soutenir si vous avez uniquement... Donc aujourd'hui en Autriche, il y a un réseau qui s'appelle l'économie du bien commun. C'est 300 entreprises qui utilisent une comptabilité différente. Ils se sont mis d'accord entre eux, et le financier c'est 17% de cette comptabilité, et le 83% ils se jugent entre eux sur d'autres critères, diversité, inclusion, etc. Même Sarkozy est d'accord, hein, c'est lui d'ailleurs qui avait demandé à Stigler de faire un rapport là-dessus. Mais il faut se mettre à l'ouvrage, il faut vraiment utiliser ces nouvelles métriques et pourquoi pas commencer au niveau local avec des exigences. Donc il faut beaucoup expérimenter aujourd'hui, hein. Il y a beaucoup de questions et il faut expérimenter. Voilà. Donc aussi une bonne idée, ce que je trouve, c'est que... Et ça on voit dans les villes italiennes, ils ont tous des labos urbains. Et c'est des labos urbains qui génèrent ces projets. Et si ça marche, on continue. Et on booste, mais d'abord on expérimente, on voit si ça marche, pourquoi ça marche pas. Et qui vient travailler dans ces labos urbains alors? Autant des entreprises que des citoyens, que de l'associatif. Oui. Le mieux c'est de mélanger. Hein, Moi ce que je critique c'est les public-private partnerships. Ça je critique parce que là ça on met à l'État au service des profits du privé. On peut avoir des public social partnerships ou des public social private partnerships. Ça je trouve beaucoup plus simple parce que là on intègre c'est la temporalité qui change aussi. La temporalité forcément n'est pas la même, c'est là où parfois c'est peut-être plus compliqué à faire passer. Oui, alors ça c'est évidemment un problème avec les gens politiques, et ça à Gand c'est aussi une critique qu'on entend. Souvent les initiatives civiques ils ont peur d'une appropriation par la politique, hein, parce que échevin, je dois être réélu et donc c'est moi qui a fait ça. Et voilà, donc ça j'ai entendu plusieurs fois. Oui, il y a une méfiance. Il y a une méfiance par rapport à ça. Mais ce qu'il faut aussi, c'est que les citoyens très vite voient des résultats et pour continuer à se sentir impliqués dans la dynamique. Je pense qu'ici, si on les laisse produire des idées pendant X mois et puis tu vois qu'il n'y a pas de retour, qu'il ne se passe rien, ils vont se dire... Et qu'il ne se passe rien pour un certain nombre de projets, on pourrait imaginer en effet dire qui est prêt, mettez-vous ensemble pour et organisez-vous pour que ces projets-là puissent se réaliser. C'est ça. Alors, tout ce qui vient des communs n'est pas bon non plus. Hein. Moi, je rencontre des gens comme ça, moi j'attire ces gens-là. J'ai 10 emails par jour, des gens qui ont trouvé le truc qui va tout changer. Et voilà, mais ils vont rien faire, quoi. Et quand on dit, oh, mais on les voit plus, ils sont partis. Donc il faut quand même aussi, là aussi dans les communs, il y a des gens qui sont sérieux, il y a des gens qui sont moins sérieux, il y a des gens qui ont déjà prouvé, qui savent mobiliser les gens. Donc par exemple, à Gand, ils ont une plateforme qui s'appelle Crowdfunding Gent, qui fait des matching funds. Donc si vous êtes capable de faire un crowdfunding et d'avoir 30 000 euros de citoyens, la ville va donner aussi 30 000 euros. Voilà. Oui, et jusqu'à quel point la ville doit rester être l'initiatrice de la création de ces communs dans le cadre. En tout cas, de des incitants, oui. De faciliter. Mais à un moment donné, elle doit se retirer, alors j'imagine. On continue quand même à avoir un rôle de facilitateur, de mettre. Mais il y a aussi un rôle, il y a aussi un rôle régulateur. Alors ça, je vais quand même vous expliquer parce que c'est important. Et à Bologne, c'est très
Alors, à Gand, un des trucs qu'on a remarqué, c'est qu'il y a, en fait, il y a deux grandes familles. Il y a la famille des initiatives citoyennes. Et alors ça, c'est tout des gens comme nous, ici, enfin, je crois. On est blancs, on est né en Belgique, on a étudié à l'université, donc ce sont des citoyens, pas nécessairement riches matériellement, mais qui ont un capital, en tout cas culturel, développé. Et alors il y a les autres, il y a une autre tendance à Gand, et ils sont très critiques par rapport à ça. Ils disent oui, mais il n'y a pas d'étrangers, il n'y a pas... Voilà. Et alors moi je les critique aussi parce que eux c'est souvent des vieux catholiques, hein, des socio-catholiques, et oui c'est souvent aider les pauvres, les machins. Moi je suis contre ça parce que je ne trouve pas que le commun doit être identifié à l'économie sociale. C'est pas pour aider les pauvres, non, on est fort, on a tous les citoyens ont du potentiel, ça c'est moi. Et donc à Gand, il y a cette dichotomie entre deux types d'initiatives citoyennes. Et donc, ça c'est le rôle de la ville, c'est aussi de faire en sorte que ce n'est pas que les gens privilégiés qui font du commun. À Bologne, on peut très bien s'imaginer qu'un quartier huppé, où les gens ont le temps et ils sont intelligents, vont avoir beaucoup plus d'initiatives qu'un quartier où les gens sont obligés de travailler, ils ont deux jobs pour survivre. Il ne faut pas leur demander de s'engager à autre chose, ils sont crevés. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a toujours un rôle, l'État, c'est de réguler la métagouvernance des communs, que ce ne soit pas les communs... un commun, c'est aussi quelque chose, donc on fait un commun, on est engagé pour son commun. On n'est pas engagé pour tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est ça, l'État, la ville, c'est encore ça, c'est ce qui concerne tout le monde. Le commun des communs, en fait. Moi, je vois la ville comme le commun des communs. Les communs qui touchent à tout le monde, ça reste un rôle collectif. Il faut une institution du bien commun qui gère pour tous les citoyens, pas seulement pour les citoyens privilégiés. Donc pour moi, il n'y a pas de... la ville ne va pas disparaître. On aura toujours besoin de vivre avec des gens, les voisins qu'on ne connaît pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas... Mais une ville progressiste, elle peut très bien dire voilà, on va soutenir la transition, il faut qu'on soit plus durable, et créer un framework qui permet justement aux citoyens et de soutenir les citoyens qui veulent aller dans ce sens, qui souvent sont seuls, se battent contre Don Quichotte. Ils ont bien besoin d'aide, hein, les gens qui font... parce qu'aujourd'hui on est dans un système qui finance les gens qui détruisent. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Au plus qu'on détruit, au plus qu'on reçoit des moyens. Et les gens qui construisent, ils sont dans la précarité. Donc, si la ville pourrait dire on va soutenir 10% de la population pour faire des choses qui vont dans le bon sens, je donne un exemple que j'ai trouvé à Rio de Janeiro. Donc à Janeiro, il y a les favelas. Et il y a une favela immense, c'est 11 collines, 300 000 personnes. Et les gens qui habitent en bas, ils ont accès facile à la ville, mais les gens qui habitent en haut, c'est 40 minutes pour descendre et c'est 2 heures pour remonter. Alors, si vous demandez aux gens de faire un transport en public, je suis désolé, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que les gens qui sont en bas n'ont pas envie de payer pour les gens qui sont en haut. Et c'est pour ça qu'il faut la ville. Donc, qu'est-ce qu'a fait la ville de Rio de Janeiro? C'est fantastique. Ils ont mis des téléphériques qui connectent les 11 collines. Ils ont mis des stairs, des escaliers roulants. Et ils ont connecté les escaliers roulants avec le métro. Et bien, ça a changé complètement la vie de ces gens dans ces favelas. Ils sont maintenant intégrés dans la ville, ils peuvent aller travailler dans la ville. Mais, franchement, par eux-mêmes, ils ne se seraient jamais arrivés. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'institutions collectives. On ne peut pas le faire uniquement. Et ça, c'est le problème avec les anarchistes de droite. Hein.
c'est de on va tous faire des contrats et tout va marcher. Et c'est individuel. Et l'anarchisme de gauche, c'est on va toutes les communautés, on va tous faire des contrats. Mais non, à mon avis, conservateur dans ce sens-là, il faut des institutions publiques, collectives, citoyennes, qui agencent le tout. Mais on doit sortir de cette vision, l'État producteur et consommateur client. Ça oui. Donc l'État peut être un régisseur, un stimulateur, un facilitateur. J'ai encore une question. Oui. Mons a déployé des infrastructures culturelles quand même importantes, donc pour l'année 2015, donc on a cette richesse. Est-ce que vous pensez que la culture peut être une source d'inspiration pour de la création de communs? Oui, oui, tout à fait. D'ailleurs, à Gand, c'est souvent comme ça que ça a commencé. Donc il y a plusieurs projets, mais un qui est très connu, c'est donc une vieille abbaye qui était complètement à l'abandon. Alors la ville a donné les clés à des citoyens qui voulaient dynamiser, ils ont créé un programme culturel. Donc tous les dimanches, il y avait des concerts, et puis ils ont pris le parc, et puis ils ont pris un bâtiment, et voilà. Et du coup, c'est devenu quelque chose qui... la coopérative énergétique, elle est là. Et ça va très bien à Gand. Donc, ça c'est aussi intéressant. Ça s'appelle Buurzame-stroom. C'est difficile de traduire. Donc l'énergie renouvelable. On peut voir ça comme un truc individuel. Ah oui. Mais alors moi je suis riche, je vais acheter un panel, 2 panels, 3 panels, et le pauvre voisin, lui, non. Si on collective, on prend un point de vue collectif. Donc, alors Energen, donc la coopérative d'énergie, a un projet. Ils veulent que 40% des toits soient avec des panels. Et comment ils vont faire? Eh bien, chacun va pouvoir acheter des shares de la coopérative. Donc il ne faut pas 15 000 euros, il en faut 250 euros. Et avec ce système, ils vont mettre des panels non seulement nord-sud, mais est-ouest. Donc du coup, le grand problème du solaire, c'est qu'on a des pics et des trous. Et bien, quand on fait ça collectivement, et bien, ils ont solutionné ce problème. Donc il y aura une électricité continue, parce qu'il y aura des toits qui seront en est-ouest, qui vont générer du soleil quand les autres en génèrent pas. Voilà. C'est ça l'avantage de mutualiser. Et alors c'est très naïf, hein, mais dans mon wiki, j'ai 2 phrases au début, c'est « Together we know everything » and together we have everything. C'est ça les communs. Donc moi je vis en Thaïlande, parce qu'il y a encore des communs. Et parfois ça m'énerve parce que ma femme, elle croit que tout va toujours aller bien, parce qu'elle est habituée que la famille l'aide, etc. Bon, moi je suis un occidental, moi je suis beaucoup plus anxieux qu'elle, ça m'énerve parfois. Mais donc le fait c'est quand on a un petit jardin privé et qu'il y a des intempéries, ben, je suis foutu. Je suis pauvre. Si on a un commun, mes oranges ils sont foutus, mais vous voyez ce que je veux dire? Donc cette notion que en mutualisant, on enlève le stress de la vie. Donc moi je ne sais pas, mais j'ai des amis qui connaissent. J'en vois pas assez une machine pour faire des trous dans le mur, mais dans la rue, il y a 3 personnes qui en ont. Et donc, voilà, on crée un système qui fait en sorte... Vous voyez ce que je veux dire? Un peu le principe de la sécurité sociale, mais oui, aussi, oui. Et en fait, tout ça, c'était les communs des ouvriers, en fait. Ouais. D'ailleurs, on croit toujours que c'est l'État, mais c'est pas l'État qui a fait l'État social. Avant, l'État, c'était les mutualités ouvrières. L'État a repris les communs des ouvriers et en fait un système national. Et ça, c'est l'avantage de l'État. Avant l'État, il y avait des mutualités et ça représentait 20% de la population. C'était très bien. Mais il y avait plein de gens qui n'avaient pas accès. Une fois qu'on a eu, après 45, 100% des Belges ont eu accès. Voilà. Mais c'était le commun des ouvriers. Les mutuelles, c'est le commun des ouvriers. Et maintenant, on a d'autres genres de communs. Voilà. Donc le commun, c'est quelque chose qui a toujours existé, mais ça a été marginalisé. Et là, ça revient. Voilà. On est dans une époque où ça
Ça revient et je pense qu'on peut peut-être par rapport au modèle ancien l'enrichir avec des valeurs qui sont effectivement des valeurs actuelles, en effet de durabilité, de réduction des inégalités, des choses pareilles qui avaient peut-être moins dans le passé. Ça. Et ça, oui, effectivement, les communs au Moyen-Âge, c'était évidemment dans un contexte particulier, donc il ne faut pas idéaliser. Pour nous, on n'accepterait plus ce genre de commun. Mais au Moyen-Âge, chacun avait son statut social et on avait ce qui correspondait à son statut social. Bon, aujourd'hui, on a des visions différentes là-dessus. On avait des communs sexistes et patriarcales. Moi j'ai encore une question. Ouais. C'est parce que j'ai vu un exemple ce week-end d'une petite affichette, donc c'est dans un magasin à Nuit, donc c'est la commune de Mons, et ça émanait d'une commune voisine, de Jurbise, de gens qui voulaient mutualiser des outils, tu vois, quand j'en rêvais, tu sais. Mais je me dis, est-ce que le public peut avoir un rôle pour essayer d'aller plus vite dans la mise en œuvre de communs? Parce que pour moi, c'était un exemple. Ou est-ce qu'il faut laisser faire en se disant, mais les gens qui fréquentent ce magasin à 15 km, même pas, il n'y a pas 15 km, à 5 km, doivent pouvoir s'emparer de l'idée pour la reproduire à l'échelle de leur quartier ou d'un territoire contigu. Ou est-ce que la ville devrait avoir un rôle d'accélérateur, de facilitateur? Moi, je crois. Alors, ça, c'est justement un problème qu'il y a pour le moment à Bruxelles. Donc, Bruxelles va lancer un grand projet pour les Fab Labs. Malheureusement, ils ont fait ça tout à fait top-down. Donc, ils vont créer des géants Fab Labs là où il y a déjà 10 Fab Labs. Et donc, les gens, les citoyens qui sont déjà depuis 10 ans en train de se battre pour construire des Fab Labs sont très mécontents. Et on ne les a pas consultés. Voilà, donc c'est ça, c'est pas bon, ça. Donc, il faut aller parler avec ces gens et leur demander comment est-ce que vous croyez qu'on peut vous aider. Voilà. On ne peut pas faire du top-down comme ça et puis faire table rase de ce qui existe Ce qui est plus spontanément. Oui. Il faut célébrer bottom-up et pousser. Oui, oui, voilà. C'est quand même intéressant pour une ville d'avoir des makerspaces, des Fab Labs, des trucs d'outils partagés. C'est un enrichissement, ça met les gens en mouvement. Donc moi, je crois que j'aimerais bien voir les villes comme Mons qui soutiennent ça. Quand je parlais d'outils partagés, c'était de l'outillage de jardin, c'était ce genre de choses. On appelle ça des tool libraries. Et c'est en train aussi d'émerger un peu partout. Il y en a à Bruxelles, une très connue qui s'appelle Tournevis, que je n'ai pas encore eu de visiter, mais tout le monde dit que c'est très bien. Voilà. Faites attention à ces gens-là qui ont chassé les politiciens à Frome. C'est où Frome? Frome, c'est dans le sud de l'Angleterre. Ça, on ne le redira pas. Non. Attends, il l'enregistre. Moi, je vois en fait, j'ai rencontré des gens comme ça en Italie, des politiciens qui commencent à se définir comme des serviteurs des communs. Moi, je trouve ça très bien. Oui. Donc il y a un petit mouvement de gauche en Toscanie, qui s'appelle le Toscana Sinistra, et c'est exactement leur point de vue. Donc il dit, nous, on se met en retrait pour soutenir les initiatives civiques. Je trouve ça intéressant comme approche. Pour voir si ça va marcher, ils sont qu'à deux pour le moment. Mais, ça, c'est une nouvelle mentalité par rapport à la politique. Et là, à Gand, par exemple, c'est un échevin qui se met au service d'eux, ou bien il y a un service? Non, il y a, en fait, moi j'étais engagé par le directeur stratégie, donc il y a juste en dessous du maire un service de coordination stratégique. Et le but de ce service, c'est de faire en sorte que tout le monde se mobilise pour réaliser ce qui a été décidé. Donc quand on dit durabilité, c'est ce service-là qui va stimuler les fonctionnaires et leur rappeler que c'est ça qu'ils sont censés de faire. Et de faire une coordination entre les services, qu'il y ait une sorte d'alignement
Donc c'est eux qui m'ont en fait qui m'ont engagé avec le soutien des autres, mais c'est aussi eux qui font la prospective pour la ville. Donc ils ont plusieurs grandes études dans ce chantier, dont un sur les circuits courts, un sur le transport en 2030, etc. Rien que ce travail-là, Ouais, c'est vrai. qui est déjà à faire. ça serait quand Et j'aurais des questions par rapport au travail que vous êtes en train de réaliser. Est-ce que vous avez créé une classification pour les différents projets, organisations que vous êtes en train de référencer? Est-ce qu'il y a un moyen de les classer? On a un questionnaire qui marche assez bien. Il y a la moitié des gens qui ont répondu, qui est assez complexe en fait. Donc on demande quels sont vos communs immatériels, matériels, quelles sont vos structures de gouvernance, de propriété, quelles sont vos méthodologies. Donc on va assez loin. Et alors c'est pas moi qui ai fait ça parce que moi je suis techniquement pas très bon. Donc on fait ça sur un typepad et donc tout de suite ça génère les graphes et voilà. Et donc ça, le travail que j'ai encore faire, hein, c'est de la couche supérieure, on va dire analytique et évaluative. C'est ça. Oui, oui. C'est ça qui serait ça m'intéresserait de savoir s'il y a des tendances qui se... Oui, oui. Et alors, un truc deux choses que j'ai déjà un peu regardé, parce que j'étais curieux de voir les premiers 50 qu'il y avait. Bon, quand même, première constatation, c'est qu'ils veulent quand même tous de l'argent de la ville. Ouf, c'est partout pareil. Oui. Donc ça reste quand même numéro 1. Donc qu'est-ce que vous sauvez de la ville? Ça reste numéro 1. Autre chose qui m'avait frappé, par exemple, c'est quand même qu'ils ne se voient plus. Alors je ne sais pas comment ça on dit ça en français, mais en flamand on parle de Middenveld. Donc c'est l'ancien nom qu'on donnait aux associations catholiques, socialistes. C'était ce qu'il y avait entre les citoyens. Et ils ne veulent plus s'appeler comme ça, donc c'est Bürgerinitiative. Ici, ils ne veulent pas être appelés comme ça. Ils se croient vraiment comme quelque chose de différent. Donc c'est aussi intéressant. Donc leur subjectivité est différente que dans le temps. Et tout ça, je peux vous partager, mais évidemment, c'est en flamand. Hein, je suis désolé. Mais ça nous intéresse, oui, ça serait gentil. S'il n'y a personne qui parle, moi, moi je vais peut-être arrêter à 5 heures quand même, parce qu'il y a ma famille qui m'attend. Dans encore 10 minutes, ça va? Donc, ma question, c'est de savoir, donc, si on a toutes ces organisations-là, est-ce qu'elles se sont créées par rapport à une communauté ou par rapport plus à des lieux? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est les deux, mais vous savez, c'est quand même souvent des gens. Hein. Il y a 2 ou 3 personnes qui tirent, qui poussent, Ça, moi, je ne suis pas collectiviste par rapport à ça. C'est vraiment toujours des gens qui s'engagent. Et puis, quand les gens voient que c'est sérieux, ils joignent. Quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais il faut d'abord quand même des fous comme moi, qui pendant 2-3 ans travaillent pour rien. Et alors ça vient. Mais pour moi, il y a quand même toujours du leadership. Il y a toujours des gens qui poussent les autres et qui les enthousiasment et qui donnent l'exemple. Donc voilà. En ligne, il y a aussi, on dit 1, 9, 90. Donc dans un groupe de 100, il y a une personne active, 9 personnes semi-actives et 90 qui suivent. Moi, c'est plus ou moins la même chose. Donc 2-3 personnes qui font beaucoup de travail, une quinzaine qui est de temps en temps, et puis les autres qui viennent quand il y a des événements. Donc ça se reproduit souvent comme ça. Mais c'est normal, Moi j'ai encore une question. On construit sur quelque part de la bonne volonté, cette création de commun. Au début, oui. Donc, mon point en tout cas, c'est que on peut travailler 5 ans, 3 ans pour rien, mais à un moment donné, on se pose la question économique. Oui. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à créer des petites entreprises. Et c'est ça pour réussir, c'est ça qu'il faut faire. Sinon, on est dans les subsides, donc il faut... Et ça manque à Gand, par exemple, ça va être une de mes conclusions pour la ville, c'est qu'il n'y a pas d'incubateur
une entreprise générative pour les communs. Les startups, oui, mais quand on veut faire différemment, il n'y a rien. On est dans... Et ça, c'est un vrai manque. Donc, des choses comme Coop City à Bruxelles, oui. Ça, il faudrait à Gand et ça n'existe pas à Gand. C'est pas facile de passer du stade de l'enthousiasme civique oui. Au stade où on aimerait bien continuer, mais en vivre et pas être trop précaire. Et donc là, il y a une transition difficile qui ne réussit pas à tout le monde. Et ça, c'est typique avec le volontariat. Hein, ça monte et puis ça tombe parce que, ben voilà, il faut bien vivre. Et la génération des pionniers, elle ne tient pas le coup, quoi. Ils sont des burn-out. Donc à un moment donné, il faut se poser la question, mais comment est-ce qu'on va en vivre? Est-ce qu'il y a des revenus? Est-ce qu'il y a des soutiens? Est-ce qu'il y a... En vivre ou permettre l'engagement? Oui. Oui, ça dépend. Oui. Ça dépend. Parce que, bon, c'est vrai qu'il y a tout de même assez bien de personnes retraitées, enfin, je prends cette catégorie, qui en effet n'a pas nécessairement besoin d'avoir plus. C'est ça. Mais alors, il y a peut-être un besoin de reconnaissance. Il y a peut-être aussi, oui. Là aussi, la ville peut jouer un rôle de reconnaissance. Nous, chaque année, on reconnaît 10 citoyens, contributeurs qui ont changé la ville. Et ça, c'est important. C'est une autre forme de salaire pour les gens, d'être connus. Mais à quoi est-ce qu'il faut être particulièrement attentif pour que le contre-mouvement négatif, parce qu'il y a toujours des gens qui critiquent et qui critiquent à l'aise. Enfin, vous avez peut-être vu des choses qu'on... Oui, mais enfin, la règle en ce moment-là, c'est vraiment ça. Hein, c'est la voix, tu mérites ta voix par ta contribution. Ouais. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez Occupy, hein, c'était... mais il y avait plein d'anciens gauchistes qui disaient comment il fallait faire de l'extérieur. Et les jeunes disaient non, si vous voulez discuter, il faut aider. Donc ça c'est le principe du commun, c'est le principe de la contribution. Donc c'est tout le monde qui contribue à une voix. Mais si c'est pour critiquer de l'extérieur comment il faudrait faire, c'est pas intéressant. On les laisse... Oui, je ne dis pas que c'est parfait non plus, mais c'est une culture particulière des communs, ça marche comme ça. Je vais changer. Oui. Alors, moi je propose de finir. Et comme ça j'ai l'occasion de quand même voir quelque chose de bon, ça va. Tout à fait. En tout cas, moi je suis très content d'être venu. Mais vraiment merci. C'était une expérience.